That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'une personnalité importante. Je suis même persuadé que celles et ceux qui nous regardent parfois utilisent certaines pensées qu'il a lui-même mises en place, et j'en suis ça sûr et persuadé. Et parfois même celles et ceux qui l'utilisent, cette pensée, ne connaissent pas le nom de celui qui est à l'initiative de cette pensée. C'est Stanley Cavell. Pourquoi? Parce que ça, un livre, L'écran de nos pensées, Stanley Cavell, la philosophie, le cinéma, c'est un ouvrage sous la direction de Élise Domenac qui est édité à ENS Éditions. Et Élise est là pour nous en parler. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bien, merci à vous. Surtout, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur votre chaîne Microciné que je pratique et qui, voilà, je vous dis à quel point elle vous est précieuse. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Je vous disais hors caméra que je connaissais pas du tout, non pas la pensée, mais les écrits. Les écrits de Stanley Cavell, je ne les connais pas malheureusement, mais par contre, j'en avais beaucoup entendu parler via un cinéaste que je suis depuis le début, donc depuis 91-92, qui est Arnaud Desplechin, qui est un cinéaste important dans mon rapport à l'image, au monde. Et donc, comme ce livre existe, je suis assez content parce que là, ça donne une certaine position, un aperçu, ça développe énormément de choses. Et donc, je suis assez content. Et c'est vraiment un ouvrage très important. Il faut absolument le lire. Et c'est pour ça que dans le descriptif de la vidéo, je le dis dès le début de l'émission, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le livre et vous le procurez. C'est important. Avant de parler du livre, avant de parler de Stanley Cavell, je pose toujours une question qui est très, très, très basique, mais comme ça me permet un peu de situer un petit peu le rapport qu'entretient l'invité avec le sujet. Stanley Cavell, vous l'avez découvert quand exactement? Est-ce que tardivement ou c'était quelque chose qui a été pour vous très, très vite une évidence? Très jeune, là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. À 17 ans, j'animais un ciné-club, donc je crois qu'en fait, je n'ai pas changé dans mes aspirations. Le ciné-club demeure pour moi l'alpha et l'oméga du lieu où le cinéma se partage, se pense, se réfléchit, etc. Et donc, j'étais responsable d'un ciné-club lycéen, vous voyez, donc c'est vraiment… Et on a programmé de Lady Eve. Et j'étais allée en bibliothèque pour préparer notre séance et je suis tombée à la bibliothèque du Centre Pompidou, je m'en souviens encore, sur Pursuits of Happiness, le bouquin que Cavell a écrit sur les comédies du mariage hollywoodiennes, qui à l'époque n'était pas traduit en français. Donc, lycéenne, c'était pour moi difficile, mais j'ai passé genre un mois à lire ce chapitre d'une petite vingtaine de pages en anglais, patiemment, c'était difficile. Et puis, peu de temps après la traduction de l'ouvrage par Sandra Logier et Christian Fournier apparu aux éditions des Cahiers du cinéma. Et là, j'ai rencontré, et ça a été clairement un déclencheur énorme pour moi, j'ai rencontré d'abord Sandra Logier, donc sa traductrice, qui a été ensuite ma professeure et ma directrice de thèse, enfin qui est quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup pour moi, et de Stanley Cavell lui-même, qu'elle invitait à Paris. Et donc, j'ai pu le rencontrer, faire un premier entretien avec lui pour la revue Esprit. Peu de temps après, j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a été très, très précoce. Et ensuite, je suis allée à Harvard, j'ai été son assistante de recherche à l'université d'Harvard quand il enseignait encore. C'était à la toute fin, juste avant qu'il prenne sa retraite. Donc j'ai eu la chance de bénéficier de son enseignement. Mais est-ce que vous aviez, parce que Desplechin à un moment, parce on va parler un peu on va parler aussi de l'architecture du livre et comment ça a été conçu, mais même à un moment Desplechin dit que il a trouvé dans les écrits de Stanley Cavell quelque chose qu'il n'avait jamais vu ailleurs parmi les critiques, chez les critiques de cinéma français. Bon, il cite un peu Bazin, certes, mais il disait quand même que ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous aviez eu cette même sensation, ce même sentiment qu'Arnaud Desplechin? Oui. Complètement. Merci pour la question qui, en effet, moi, ce qui m'a frappée immédiatement, c'était cette manière tout à fait inédite pour quelqu'un qui se formait à la philosophie. J'étais en terminale et j'entrais dans des études de philosophie. La manière dont un philosophe pouvait parler d'un objet, d'abord un objet de culture populaire, le cinéma, c'était déjà à tomber par terre parce que c'était quand même très bizarre de s'emparer de films
qui sont des films qui appartiennent à la culture populaire, tout simplement, plutôt que de parler de Tarkovsky, j'étais lycéenne dans le quartier latin, j'avais en tête qu'il y avait des cinéastes plus nobles, entre guillemets, que d'autres, qu'écrire sur Bergman, Tarkovsky, qui faisait l'objet de rétrospectives permanentes à côté dans les cinémas du quartier latin. Ça, pour un philosophe, à la limite, c'était peut-être possible, mais alors écrire sur des grandes comédies grand public, parce qu'en fait, au même moment, Stanley Cavell commençait à étendre son étude des comédies du mariage à des films vraiment de grands... Je me souviens Mr. and Mrs. Smith, par exemple, qui était un blockbuster, pas un blockbuster, mais une grande comédie grand public américaine. Vous voyez, il montrait comment ce schéma était un schéma de culture populaire présent dans le cinéma hollywoodien et du coup présent aussi dans le cinéma américain grand public ultérieur, quoi. Et donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, qui est vraiment, pour moi, qui a fait l'objet d'une séduction, enfin voilà, qui m'a séduite intellectuellement très, très fortement, c'est la manière dont il parlait de lui. Voilà, c'est-à-dire ce truc qui est en fait à la fois une évidence quand on aborde Cavell et en même temps quelque chose dont on tourne 20 ans après, je continue aujourd'hui, même 30 ans après, à travailler sur ces textes, et c'est encore aujourd'hui ça qui me paraît le plus important dans sa pensée du cinéma, c'est-à-dire cette manière de mêler la subjectivité au sens vraiment très personnel, parfois psychanalytique même du terme, et l'abord des films, c'est-à-dire que d'assumer qu'il n'y a pour Cavell de lecture philosophique vraiment valable et comment dire, importante d'un film et d'éclairage de la signification d'un film que celle qui se basera sur un investissement plein et entier de la subjectivité avec ses mystères, avec ses zones d'ombre, avec tout ce qu'on a de contingent, évidemment. On va voir un film à un moment donné de nos vies où on a certaines questions en tête plus que d'autres, certains soucis, certaines inquiétudes, etc. Et tout ça, que ce soit présent dans notre lecture des films, en fait, c'est ce qui en fera la richesse, la force, etc. Parce que, et c'est là un des trucs vraiment importants de sa pensée du cinéma, parce que Cavell pense les films comme des actes de signification. Et un acte de signification, et ça c'est là, tel qu'il le conçoit, et lui, il vient de cette tradition de la philosophie du langage ordinaire, donc Austin, Wittgenstein, Moore, eh bien, c'est un acte de signification, c'est quelque chose qui d'abord prend sens dans un contexte ordinaire, et qui ensuite prend sens aussi en fonction de la manière dont il est reçu. C'est les fameux perlocutoires performatifs austiniens, à la fois les conditions qui font qu'un acte de signification produit une action sont conventionnelles et dépendent du contexte, et en même temps, la personne qui va recevoir va être insultée, pas insultée, en fonction de aussi ce qu'elle est, va être émue, pas émue, va être, vous voyez, et donc cet acte de signification, il implique pleinement le récepteur, en fait. L'acte de signification du film, il suppose que vous le receviez tout à fait en première personne. Et alors, il a théorisé ça très, très largement, mais je crois que même si, évidemment, j'étais très loin de comprendre tout ça à 17 ans, ça m'a profondément touchée, émue, parce que j'ai tout de suite rencontré, c'était un homme, malheureusement, il a disparu donc en 2018, Cavell, d'une infinie générosité, intelligence, finesse, sensibilité humaine. Et je trouve que dans son abord des films, et par exemple de The Lady Eve, qui est le premier texte que j'ai lu de lui, eh bien, on sent ça, quoi. On sent un être humain doutant au travail avec les films, en conversation humaine, vraiment sincère avec les films. Et ça, j'ai adoré. Ça, j'ai vraiment adoré, parce que ça répondait à ma manière de recevoir les films. Les films, mais on est très nombreux dans ce cas-là, hein. Je me doute un peu que vous en faites partie, je me permets. C'est-à-dire, les films, ils font partie de nos vies, quoi. Et je trouvais nulle part une réflexion qui rende compte de ça, plutôt que de le traiter comme un truc un peu honteux. C'est-à-dire que les films fassent partie de nos vies, ça faisait plutôt pas du tout l'objet de réflexion philosophique, c'était plutôt un truc un peu honteux, genre ah ouais, parce qu'on adore tel acteur et qu'on a cette espèce de... On s'entiche. Ben non, mais c'est la raison pour laquelle on s'entiche d'un acteur, c'est un objet de réflexion philosophique pour Cavell. Vous voyez, oui. La raison pour laquelle une musique, tout d'un coup, dans un moment de cinéma, vous emporte et vous fait, je sais pas, voilà, produit de l'empathie pour tel personnage qui est pris dans sa solitude. Je pense à Fred Astaire et à ce moment de Bandwagon, pris dans sa solitude, il chantonne sur un... Et que la musique comme ça accompagne et pousse le spectateur
à un moment d'intimité partagée avec Fred Astaire, et il faudrait qu'on évacue ça de notre rapport intelligent au film. Et pour Cavell, ça, c'est un non-sens, quoi. Au contraire, il faut y aller avec tout ça, quoi. Bon, là, vous avez dit 350 idées, donc je crois que l'entretien va durer très très longtemps, mais c'est par rapport à Tous en scène, The Bandwagon, je me souviens d'avoir interviewé Jean-Michel Durafour et José Moore, José Moore et N.T. Bean, sur la comédie musicale hollywoodienne, et on avait parlé de The Bandwagon, de cette séquence extraordinaire, et j'avais dit à un moment que celles et ceux qui nous regardaient à ce moment-là, qu'il fallait qu'ils arrêtent et qu'ils aillent voir le film, parce que c'était quelque chose de... Et je le dis encore, allez voir le film, c'est assez impressionnant. Mais juste deux choses, parce que par rapport à la signification, ça on va en parler juste après, mais par rapport à Stanley Cavell, à sa subjectivité, est-ce que, excusez-moi pour cette digression, mais en même temps, c'est comme si on parle aussi du livre sans vraiment parler de l'intériorité, mais ça fait partie d'un tout. Ah oui, oui. Est-ce que cette subjectivité que vous évoquez, et je suis très très pénalisé parce que je n'ai pas lu les écrits de Cavell, et j'en suis vraiment désolé, mais est-ce que cette subjectivité que vous évoquez, c'est tout simplement pour Cavell cette possibilité de s'inscrire dans le monde regardé par le cinéaste dont il voit le film. Est-ce que c'est ce rapport-là, la subjectivité, qu'il met en avant? C'est ça, bien sûr. C'est le fait que, mais à la limite, c'est presque un truc déjà très élaboré. C'est-à-dire, en effet, c'est aussi, comme vous le dites, vous avez raison, le fait que le monde d'un cinéaste affecte notre monde, c'est-à-dire nous fait voir le monde, change notre monde. Qu'une fois qu'on a vu un film de Tarkovsky, on vit différemment, par exemple, La menace nucléaire, si vous voulez, après avoir vu Stalker, vous voyez, je sais pas, des choses comme ça me vient comme ça, mais il y aurait 20 000 exemples. Donc oui, le monde d'un cinéaste affecte notre monde, et c'est ça en partie la subjectivité, mais ça, c'est déjà une élaboration très importante. Je pense que ça a aussi un sens beaucoup plus premier, qui est que tout simplement, on va voir des films, on reçoit les films avec d'autres gens d'abord, parce que clairement, la situation de réception des films, donc par Cavell, c'est celle des salles. Ça, c'est un élément fondamental qui d'ailleurs fait l'objet de certains chapitres du bouquin, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui change et comment la pensée de Cavell peut s'adapter aux modifications de consommation des films qui marquent notre propre rapport au film aujourd'hui. Mais sa pensée des films, elle s'appuie sur un moment historique où les films étaient reçus en salle par des collectifs, par des groupes de personnes, et où on allait au cinéma avec des amis, avec des parents, avec des gens. Donc, on partage une expérience avec des gens. Donc, c'est d'abord cette expérience-là, en fait, au sens premier, qui fait l'abord subjectif d'un film. Et puis, c'est profondément qu'on aborde un film avec ce qu'on est à un moment donné, avec ce qui nous habite. Qui fait qu'on perçoit la signification des films d'une certaine manière, que les actes de signification des films produisent leur signification d'une certaine manière en fonction de comment je les reçois. Et donc, c'est ça tout simplement la subjectivité. Et Cavell a fait plusieurs textes autobiographiques, a écrit plusieurs fois son autobiographie, entre guillemets. Il y a un premier qui s'appelle Pitch of Philosophy, un ton pour la philosophie, qui est apparu aux éditions de Bayard. Et puis, il y en a eu un deuxième qui s'appelle Si j'avais su, Only Did I Know, et qui en fait, dans lesquels on voit qu'il rapporte des événements de sa vie qui sont tissés, comme il le dit dans La projection du monde, au rapport au film. C'est-à-dire que les films ont nourri sa propre éducation, les moments importants de sa vie, les transitions importantes. Il raconte sa séparation de sa première femme, il raconte son premier enfant, il raconte... Et tout ça, les films l'ont accompagné. Donc, c'est ça aussi la subjectivité dans le rapport au film. Que c'est avec notre expérience qu'on lit les films. Et que notre expérience, c'est tout de nous, quoi. C'est ce qu'on charrie. De notre passé et de notre présent, de ce qui nous a formés. Mais en faisant cela, c'est comme s'ils se sentaient redevables des films qui l'ont accompagné, qui l'ont regardé, en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire, et c'est vrai que je ne lui trouve pas d'équivalent en France, c'est vrai, mais en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en racontant cela, quelque chose de l'intériorité de sa propre vie, c'est une manière aussi d'être redevable par rapport donc aux films qui l'ont regardé.
Complètement. Et quand vous dites les films qui nous ont regardés, là, c'est vraiment l'expression de Jean-Louis Schaeffer, et vous avez raison, je Oui, pense que c'est un je le dis tout équivalent. le temps, je le dis tout le Bah, temps parce parce que que c'est je suis ça, d'accord. vous avez raison. C'est-à-dire l'idée que les films, on les regarde et ils nous regardent, ça veut dire qu'en fait, le regard des films est quelque chose des films avec ce génitif objectif, en fait, le regard des films est quelque chose qui se passe à la rencontre de mon regard sur les films et de la manière dont les films me regardent. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui correspond très bien à ce que veut dire Cavell avec cette idée de... Je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche, vous y êtes en plein dedans. Enfin, dans la manière dont moi je le comprends, c'est exactement ça. Ouais. Mais il y a quelque chose... Pardon, excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Il y a une contribution justement dans le volume qui traite de la question de l'autobiographie et de la manière dont autobiographie et lecture de films se croisent chez Cavell et croisent la question de la psychanalyse. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a lu de la psychanalyse, qui a beaucoup cheminé dans sa vie avec la psychanalyse et qui assume que dans notre rapport au film, eh bien, il y a de l'inconscient, il y a de tout ça travail et que ça fait partie de notre expérience des œuvres et du coup de la richesse de notre expérience des œuvres qu'il faut impérativement investir dans notre rapport au film et surtout pas... vous voyez, surtout pas bloquer et empêcher, quoi. Il y a aussi quelque chose d'assez fondamental et que vous avez évoqué dès le début de l'émission et qu'effectivement, c'est rare de voir cet aspect travaillé, questionné dans des articles sur le cinéma, que ce soit de la critique, etc. C'est ce rapport au spectateur. Le spectateur prend une place extrêmement importante et fondamentale dans comment Cavell va questionner le film. Absolument. Alors, disons que moi, je me suis intéressée peut-être aussi pour justement voir dans quelle mesure il y avait d'autres penseurs du cinéma donnent une place au spectateur importante et quelle est la spécificité de Cavell par rapport à ça. Je me suis intéressée à la pensée de Jean-Louis Comolli. Par exemple, j'ai eu la chance d'éditer l'un de ses ouvrages dans cette collection Tohu de NS Éditions où le bouquin sur Cavell paraît. Juste avant, on a édité un bouquin de Jean-Louis Comolli qui s'appelle Cinéma et survie et numérique. Et dans lequel Jean-Louis Comolli explique justement l'enjeu qui est un enjeu moral pour lui, en fait, de la participation, que les films construisent, laissent place et construisent d'une certaine manière la possibilité d'une réception et d'un regard moral du spectateur sur les images. Et que ça, c'est le propre des films terroristes ou des films terrifiants, c'est justement de rendre cette place du spectateur impossible. Et le cinéma qu'il a montré dans son bouquin sur le cinéma de Daesh, c'est justement que voilà, l'inverse d'un cinéma moral qui donne cette place au regard moral du spectateur, c'est le cinéma de terreur qui produit de la terreur, qui est celui produit par Daesh. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, Cavell, c'est la place qu'il imagine qui est présente dans son cinéma pour le spectateur. C'est une place, en fait, d'un sujet philosophique, en vrai. C'est-à-dire sujet philosophique habité. Et là, on tombe sur un des éléments vraiment cruciaux de la pensée de Cavell qui traverse toute son œuvre, y compris son œuvre qui n'est pas sur le cinéma, puisqu'il a écrit sur beaucoup de choses outre le cinéma. C'est l'être humain comme animé par le fait fondamental d'une confrontation au scepticisme, comme vivant en fait cette menace sceptique, la menace du scepticisme comme quelque chose d'ordinaire, de quotidien et de absolument fondamental dans son existence. Et c'est cela en fait que Cavell projette du spectateur en fait dans son rapport au film. D'où le fait que le scepticisme est un enjeu central dans sa lecture du cinéma. Le scepticisme, c'est quelque chose qu'apporte le regard, qui vient du regard du spectateur. C'est que face au film, on est animé par ce qui nous anime de toute façon tout le temps dans notre expérience. On est animé par la menace, la peur de nous sentir seuls, isolés des autres, isolés du monde. On est animé par cet enjeu sceptique qui est de parvenir à dépasser cela et à entrer en lien avec... D'après Cavell, c'est vraiment une impulsion fondamentale des êtres humains. Et là, c'est son analyse, si vous voulez, de la condition humaine hein, qui l'apporte à cet angle du spectateur et de son rapport au cinéma. Vous voyez, c'est vraiment sa pensée des êtres humains, quoi. Et donc, la centralité du scepticisme comme menace véritablement ordinaire dans nos vies. Et d'après lui, ce qui se passe, c'est que le cinéma est un art qui est privilégié, dit-il,
pour l'expression de la menace ordinaire du scepticisme et de notre rapport justement au scepticisme, en raison de, et là on tombe sur toute son analyse de l'ontologie du médium cinématographique, en raison du dispositif du médium qui fait qu'au cinéma, une réalité qui a été enregistrée, qui a été présente devant la caméra, enregistrant à un moment M, est projetée dans un temps second et différent sur un écran, et à des spectateurs qui se trouvent du coup comme déplacés, si vous voulez, par rapport à cette réalité-là, et qui se trouvent donc en situation, dit Cavell, de vivre leur scepticisme, c'est-à-dire de vivre l'expérience de la séparation du monde, et en même temps de la possibilité de reconquérir une proximité au monde. Et d'après Cavell, toute notre vie est animée par ces deux mouvements-là. Sentiment d'exil, de séparation d'avec les autres et d'avec le monde, et effort permanent, sans arrêt rejoué de 1000 manières pour retrouver un lien avec les autres et le monde. Mais est-ce que cette configuration-là, cavellienne et que vous évoquez, si aujourd'hui en 2022, et est-ce que cette configuration-là, je crois que d'ailleurs, je crois que vous en parlez un peu dans le livre, comment elle peut être appliquée, adaptée aujourd'hui dans la réceptivité d'un film pour le spectateur qui est souvent un spectateur de salon et non pas un spectateur de salle de cinéma? Parce qu'il y a dans une salle de cinéma, il y a effectivement l'écran, il y a le spectateur, mais il y a aussi quelque chose que vous dites dès le début, c'est qu'il y a aussi du monde autour de ça. Et puis on peut aussi continuer à dire, entre le moment où le spectateur sort de chez lui pour aller au cinéma, il y a aussi une démarche filmique, citoyenne, tout cela. On va mettre ça de côté, mais c'est intéressant. Mais là, cette configuration-là, est-ce qu'elle peut aussi fonctionner dans un salon par rapport à ces multitudes de plateformes, etc., avec ce qu'on a vécu avec ce qu'on vit aussi avec le Covid. Et ça, c'est intéressant, ça. C'est une question passionnante et c'est une question à laquelle j'ai tenté de réfléchir parce qu'un peu contrainte et forcée, parce que pour tout vous dire, j'ai écrit aussi le texte introductif qui était quand même assez long et qui a été un vrai gros travail pour moi de cet ouvrage au moment où on était en confinement, dans le premier confinement en fait. Ah oui. 2020. Et donc, on était en plein plongé dans cette, tout d'un coup, coupé de l'accès aux salles. Donc, pour quelqu'un comme moi, pour qui ça a été, mais on est beaucoup dans ce cas-là, c'était vraiment un changement dans notre vie ordinaire, une violence très grande. Voilà, tout d'un coup, plus de films en salle et on réduit à pouvoir seulement avoir des films chez soi. Ce qui implique, et au même moment, il fallait que j'écrive sur une pensée du cinéma qui est constitutivement construite sur l'expérience collective des films. Parce que je vous passe, mais je fais une petite parenthèse pour indiquer le chemin intellectuel là. Tout le rapport que Cavell construit à l'Amérique, à l'idée d'Amérique, à l'expérience américaine à travers cette question du partage collectif des films que le cinéma hollywoodien construit fondamentalement autour de la production générique. Vous voyez, la production des genres cinématographiques, c'est une production de films en chaîne, en série, constitue son public et qui constitue ainsi, qui a construit une expérience américaine commune pour les États-Unis. Vous voyez, c'était vraiment, tout le monde connaissait un certain nombre de films qui faisaient partie de la conversation démocratique américaine à un moment M. Donc tout ça pour dire comment penser ça et l'introduire dans un texte qu'il fallait que je ponde à ce moment-là, au moment du Covid où on se dit mais là tout tombe par terre. Mais en fait ce que j'ai réalisé, c'est à quel point en fait cette pensée était forte et que si vous voulez, tout comme le cinéma comme art en fait survit et traverse les bouleversements technologiques de production et de diffusion qui sont impliqués par le passage de l'argentique au numérique, de la diffusion, le passage du cinéma en salle au cinéma en plateforme, du cinéma en salle dans une salle de cinéma au cinéma en salon, tout comme il y a encore du cinéma, si vous voulez, dans les séries télévisées, il y a du cinéma, il faudrait l'argumenter tout ça, mais moi je crois profondément que ces modifications-là n'affectent pas, elles modifient, mais je veux dire, elles ne font pas sortir du cadre de l'art cinématographique. C'est juste qu'il y a encore du cinéma différemment dans les séries, dans le cinéma produit sur plateforme, par des plateformes, etc. Et bien, de la même manière, je pense que dans le rapport aux salles, si vous voulez, et ça a été très fortement concrétisé ou rendu évident, disons, par l'émergence de quelque chose comme La Loupe, par exemple,
le besoin de partager, quand bien même on regarde des films seul devant son écran, quand on regarde un film, on le regarde toujours, et là c'est un peu le côté kantien aussi en moi, l'expérience esthétique du film, elle est toujours, même quand de fait elle se produit de manière solitaire, devant son écran, elle est toujours une expérience en droit partageable. Vous voyez, quand Kant dit dans l'esthétique du beau, ce qui caractérise le jugement esthétique, c'est un jugement qui vise à l'universalité. C'est-à-dire, même s'il se formule en première personne, où je dis, moi, je trouve ça très beau, voilà, c'est mon jugement subjectif. En disant cela, en droit, je prétends, et le terme est très important, c'est claim en anglais, c'est le terme qui donne un titre, le titre d'un des ouvrages de Cavell, je prétends à l'universalité, je prétends que tout le monde devrait être d'accord avec moi. Et que si quelqu'un vient me voir en me disant « Ah non, ça madame, je suis désolée, moi je trouve ça vraiment pas beau », eh ben, je vais me sentir obligée de défendre mon jugement, parce que mon jugement, il tombe si je ne défends pas l'universalité, la prétention à l'universalité de mon jugement, il tombe complètement, si vous voulez. Je ne peux pas, comme quand je goûte un gâteau et que je le dis à ça, je le trouve bon. Ou j'accepte tout à fait sans aucun problème que quelqu'un me dise « Ah non, moi je ne le trouve pas bon, ça ne m'affecte pas mon jugement. » Pardon, je suis désolée. Alors que si je dis ça c'est beau et quelqu'un me dit non, c'est pas beau, alors là je vais être en colère. Ça provoque de la colère, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, Cavell le dit, ça. D'où le caractère vif des conversations autour d'œuvres d'art, c'est que personne ne veut lâcher le morceau. Parce que le jugement tombe si on perd cet argumentaire-là. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'ai perdu le fil de ma pensée, que oui, que le rapport au film, même quand on regarde un film, si vous voulez, sur son écran soi, la manière dont on se rapporte à ces œuvres-là n'est pas la manière dont on se rapporte à un gâteau, etc. On sait bien, on sait l'humanité en nous qui reçoit le film. Donc c'est l'humanité. Derrière ce rapport au film, il y a quelque chose de le fait que je me pense moi-même comme appartenant à une humanité. D'où le besoin, l'impulsion qu'on a à converser autour des films, que Cavell a très très bien décrite et dont il a beaucoup parlé. On a cette impulsion à partager qui est le propre de l'expérience artistique, vraiment. Alors que notre gâteau, ça va très bien de le manger dans notre coin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez, c'est pas. Alors qu'un film, quand on le trouve beau, on a vraiment besoin de le crier sur les toits. On a besoin de dire allez le voir. Allez le voir, parce que moi, j'y ai vu quelque chose du rapport à l'humanité qui vous concerne vous autant que moi, qui me concerne moi en tant que j'appartiens au même groupe humain que vous, quoi. Donc allez-y, vous voyez, cette impulsion-là. Mais alors là, je ne peux pas ne pas faire de digression là-dessus. C'était pas prévu du tout, mais c'est très intéressant parce que ça renvoie aussi au fait que le cinéma, pour des questions, pour des raisons qui nous dépassent, et Cavell en parle, enfin, vous en parlez via Cavell, c'est que effectivement, n'importe qui se sent le devoir, l'obligation d'en parler de films, et que cela soit effectivement des théoriciens ou alors un ouvrier, ou enfin toutes les conditions sociales sont réunies. Le cinéma est peut-être le seul lieu, le seul endroit où on constate cela. Et c'est marrant parce que voilà, on est sur Microciné. Microciné est une chaîne qui est hébergée chez YouTube. Et chez YouTube, il y a énormément de chaînes comme ça à foison sur plusieurs, il y a plusieurs secteurs, dont le secteur cinéma. Et là, on voit d'innombrables personnes qui sont dans cette idée-là, peut-être cavellienne, de vouloir parler de films. Après, il y a à boire et à manger. C'est c'est comment parler aussi de cela. Est-ce que pour questionner un film, est-ce qu'il faut absolument l'interpréter, ou est-ce qu'il faut le questionner, ou alors est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'il faut peut-être faire? Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment de la critique de cinéma? Tout cela, ce sont des questions qui se posent et qui se posent de nouveau. Mais là où je veux en venir, c'est que là, pour le coup, si on devait donner un exemple, une illustration, YouTube, peut-être en serait un exemple. Le fait que la critique se démocratise, le fait que les formes de critique cinématographique se démocratisent, va complètement dans le sens de l'analyse de Cavell.
Et là, j'ai envie de revenir aussi à ce que j'ai dit trop vite tout à l'heure sur la loupe, c'est que donc au moment du premier confinement émerge ce groupe qui est une expérience quand même fascinante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec Franck Ah bah, Beauvais. j'en ai même je l'ai interviewé pour son Ah très ouais. beau film, mais surtout j'avais beaucoup partagé moi-même des films sur la loupe, donc Ah pour ouais, vous bah dire, voilà, c'est ça. ah On a oui, les c'était filles, ça a génial. été une planche de salut énorme, mais ça m'étonne pas que vous disiez ça. Pour moi, ça a été aussi un lieu de réconfort, en fait, Oui, de réconfort, vraiment très fort. Parce que justement, ce lieu où donc les gens pouvaient partager des films avec toute cette question compliquée sur les droits, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte que c'est la charte de la loupe, c'était il fallait que ce soit des films non disponibles dans le commerce, c'est etc., ça. évidemment, ou en VOD. Et que ainsi les gens pouvaient partager. Mais moi, ce qui me semblait le plus merveilleux dans la loupe et que je garde comme un souvenir vraiment merveilleux, qui m'a illuminé mon premier confinement, c'est la manière dont les gens recommandaient les films. C'est-à-dire, c'est une chose de le donner, de les partager, et c'est fondamental parce que c'est ce geste de qu'ancien dont je vous disais, de j'ai aimé, et on a vraiment cette impulsion généreuse et qui est humaine et qui est belle, et qui ça, les communautés qui se constituent autour des œuvres d'art, c'est très beau, de j'ai envie que vous découvriez, quoi, parce que j'ai trouvé ça très beau. Mais derrière, il y a aussi le petite note que je trouvais toujours parfois absolument géniale de pourquoi j'ai adoré. Et les gens parlaient d'eux parfois de manière très personnelle et très belle pour dire pourquoi ça. Et là, on était dans le Cavel à 200%. Et là, je tenais comment dire, la réponse à votre question de tout à l'heure et la réponse à l'angoisse qui était la mienne de devoir écrire un texte sur Cavell au moment où ce confinement semblait mettre par terre les conditions de sa pensée. Et je me disais, bah, c'est l'inverse. Ce confinement, il montre à quel point il a raison. C'est-à-dire à quel point, justement, le cinéma, même si on change le mode de réception du cinéma, ce qui fait qu'on a affaire à du cinéma, c'est ça, c'est que c'est ce besoin de partager les images en montrant le lien avec notre vie, avec notre expérience et comment ce film produit une éducation morale. Et là, on est au cœur d'un thème cavellien très, très important, quoi. Comment les films nous éduquent moralement et à travers des choses qui sont pas conceptuelles, qui sont les gestes, qui sont, et pour revenir aux exemples que je disais tout à l'heure, la fascination qu'on peut avoir pour un acteur, par exemple, hein. Je veux dire, le rapport que moi, jeune femme, jeune adolescente même, j'avais par exemple à Catherine Hepburn. Donc on pourrait se dire, c'est évidemment pas un truc dont il faut parler quand on veut faire une lecture philosophique d'un film avec Catherine Hepburn, de dire cette femme, je la trouvais tellement chic, classe, intelligente, vive, etc. Mais si, bien sûr, parce que pourquoi ça fascine une jeune fille de 17 ans, là, pour parler de moi, parce qu'à travers ça, on perçoit des possibles de la féminité, quoi, qui sont pas forcément ceux qu'on a autour de soi, dans sa famille, dans son voilà, c'est comme ça. Et là, c'est des possibilités qui s'ouvrent et ça fait votre éducation morale, oui, bien sûr, à travers des choses qui sont du pur affect, quoi. Cette femme, je la trouvais canon, j'avais envie de m'habiller comme elle, des trucs qui, voilà, qui peuvent paraître ridicules, qui sont trop subjectifs, idiots, ridicules, bah non, qui sont centraux pour comprendre comment les films font notre éducation morale. Mais ça, il y aurait 20 000 exemples, vous voyez, et plus fin, bien sûr, c'est aussi des conversations dans des films, c'est aussi des manières de parler, des manières de s'adresser aux autres, de s'écouter les uns les autres, qu'on voit au cinéma et qui vous apprennent des choses, des manières dont les films mettent en évidence des vulnérabilités humaines que dans la vie, elles sont sous nos yeux, ces vulnérabilités, mais peut-être on les voit moins, les gens les montrent moins. Vous voyez, au cinéma, le cinéaste, il fait le travail de vous mettre devant ces vulnérabilités. Et quand vous voyez un personnage comme ça de cinéma, je pense à ce film, par exemple, où Melville Poupeau, récemment, ça m'a beaucoup trop touchée. Melville Poupeau jouait ce rôle d'homme qui tombe amoureux d'une femme beaucoup plus âgée, c'est Fanny Ah Ardant. oui, Et exactement. voilà, et on a beaucoup dans la presse entendu: «Ah, Fanny Ardant, formidable, formidable». Moi, je trouve Melville Poupeau formidable. Je trouve ce personnage d'homme, heu brisé parce qu'en fait, on comprend la trajectoire du film et nous éclaire sur le personnage, en fait, qu'on comprend qu'il a surmonté un deuil, qu'il a perdu sa petite fille, etc. Et que dans son rapport avec cette femme, il répare quelque chose de lui. Et ben là, je ne sais pas comment vous dire, comme être humain moral, moi, en sortant de ce film, ben, j'étais plus riche moralement. Il y avait un bout d'humanité qui s'ouvrait à moi, quoi. Sur un personnage masculin, une fragilité masculine, voilà. Donc tout ça pour dire qu'en tout cas,
cette évolution du médium, moi je trouve, elle ne fait que confirmer, et j'espère que les choses, que voilà, les lieux de partage, YouTube, La Loupe, etc., continueront voilà, parce que ça nourrit l'art cinématographique, il n'y a aucun doute. Pour revenir à Melville Poupeau, j'avais cette impression dans le film que vous évoquez avec Fanny Ardant, que c'était Gaspard du film d'Éric Rohmer qui revenait là. J'avais l'impression de voir Gaspard âgé, quoi. Il y a de cela. Et vous parliez de Franck Beauvais, on est bien d'accord, ne croyez surtout pas que je hurle, c'est vraiment un film cavellien, si on devait... un film de montage, un film de cinéphile qui raconte son rapport aux images. J'ai adoré ce film. J'avais fait un entretien avec Franck Beauvais que j'espérais publier, et ça me regrette, c'est rare que ça arrive, j'ai pas réussi à le publier, mais il m'a nourri cet entretien sur ce film et sur en effet La Loupe, l'expérience de La Loupe à ce moment-là. Je trouve qu'il a fait là quelque chose en effet totalement cavellien, parce que qui est dans ce rapport-là au cinéma où chacun personnellement est engagé, pleinement investi dans la vision des films, et en même temps recrée de la communauté autour des films, de la collectivité. C'est ça, on avait cette impression qu'on était tous dans une même maison, et parce que les films qu'il fallait partager devaient respecter l'idée que ces films ne doivent pas être accessibles dans la vente, et ben il y avait aussi, et là, moi c'est ça qui m'avait vraiment frappé et émerveillé pour le coup, c'est qu'on avait des films qui provenaient du monde entier. Et ça, c'était juste génial, parce que on pouvait voir des films, voilà, ça ouvrait comme ça une possibilité incroyable, et que peut-être je n'ai pas l'habitude de voir dans certaines recommandations de la critique de cinéma depuis quelques années, toujours un petit peu axé autour de 3-4 géographies, toujours les mêmes, alors qu'il y a d'autres films. Il y a un peu de ça. Mais par rapport à Cavell, c'est ça, et par rapport à ce que j'en lis, ce que j'ai pu lire du livre, est-ce que par exemple, quand on lit une critique de cinéma, pour Cavell, il faudrait qu'à un moment ou à un autre, celui ou celle qui lit cette critique de cinéma ait cette sensation que le critique est en train de lui demander en gros, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que c'est plutôt... Ouais, c'est ça. Complètement, c'est exactement dans ce sens-là que moi, j'ai toujours pratiqué la critique de cinéma, et je pense que c'est l'une des raisons, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours, c'est purement biographique, mais eu les 2 activités en parallèle, critique de cinéma et activité universitaire de philosophie du cinéma, puis c'est plutôt ça mon champ de spécialité. Et bien, c'est précisément parce que j'avais besoin de ce rapport critique aux œuvres pour assumer cette subjectivité complètement. Et pour, je vous disais, par exemple, explorer les corpus de films sur lesquels j'ai produit des analyses de philosophie du cinéma, donc des analyses universitaires, comme par exemple sur le cinéma de Fukushima, eh bien, j'aurais jamais pu faire ça sans commencer par avoir un abord critique de ces films, c'est-à-dire commencer par aller dans les festivals, découvrir les films, les donner à partager, c'est-à-dire rendre compte de ces films dans des critiques ou dans des comptes rendus de festivals, les programmer. La programmation est aussi une activité fondamentale. Les programmer, c'est-à-dire les montrer vraiment à d'autres, à la fois à l'ENS Lyon où j'enseigne, où j'ai pu programmer un peu, et puis au Forum des images, enfin j'ai programmé dans plusieurs contextes. Et vraiment avoir ce rapport critique aux œuvres est quelque chose qui nourrit la pensée des films dans une vision un peu cavellienne du rapport au cinéma. Ça, j'en suis persuadée, ouais, complètement. Aussi parce que, pour prendre la question de l'autre côté, c'est-à-dire non pas du côté spectateur, la critique, c'est aussi un certain rapport au cinéaste, c'est-à-dire c'est aux créateurs, cinéastes, scénaristes, etc. C'est l'idée que on peut, oui, ça fait partie de l'abord critique des films, que d'interroger leurs conditions de production et d'interroger, c'est-à-dire le rapport, la forme tout simplement des entretiens avec les cinéastes, des entretiens avec les créateurs, avec ceux qui ont fabriqué, vous voyez. Et ça éclaire, en fait, ça prend un sens aussi important au regard des textes cavelliens et de la méthodologie cavellienne en philosophie du cinéma, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, Cavell considère les films comme des actes de signification qui prennent sens dans un contexte. Et ce contexte, il mérite d'être éclairé.
en fait. Ils méritent d'être éclairés. Et ce que produisent les entretiens avec les cinéastes, avec tous ceux qui font les films, c'est éclairer le contexte de signification, aider à recevoir un film dans son contexte. Quand un cinéaste vous dit ben ça a été fait en adaptation de tel texte littéraire, conçu de telle manière, avec telle accentuation, etc., ça nous aide à recevoir la signification du film d'une manière qui est plus juste, en fait. Mais ça n'écrase en rien notre subjectivité, bien sûr. Mais si vous voulez, ça contextualise, tout simplement, ça contextualise la signification du film. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert. D'où l'importance des entretiens avec les cinéastes. Et moi, j'ai fait un livre d'entretien, par exemple, avec des cinéastes japonais sur le cinéma de Fukushima, avant de produire un livre d'analyse philosophique des films qui, pour moi, devait intervenir après. Vous voyez, parce que d'abord, il me fallait réunir des éléments de contexte. Voilà. Et les entretiens, ça permet cela. Ouais. Ça fait 40 minutes que nous discutons et nous n'avons même pas encore parlé de la structure du livre. Et ça, c'est juste génialissime. Alors qu'on parle du livre, on en Bien parle. sûr. Enfin, s'il n'y avait pas le livre, on ne pourrait pas en parler. D'où vient l'idée de ce livre? Vous le dites dès le début, hein, mais voilà, qu'au moins que vous contextualisez un petit peu. Voilà, d'où vient l'idée de ce livre important? Merci à vous. Et ben, c'est vrai que ce livre, il sort en 2021, il est sorti en novembre 2021, 11 ans après, en fait, ce qui lui a donné son point de départ, c'était un colloque en 2010. Et là aussi, vous voyez, bon, le temps, les philosophes, on est comme ça, on prend le temps. Et ça a été tout à fait intéressant, en fait, ce temps-là, parce que donc, il y a eu un colloque en fait sur la philosophie du cinéma de Stanley Cavell, co-organisé par Anne Sauvagnard, ma collègue Anne Sauvagnard, qui est plutôt spécialiste de Deleuze en fait, et qui m'a vraiment portée dans cette entreprise. Et en fait, ce colloque, il a permis de réunir d'abord Cavell à l'époque, puisqu'il était présent et il recevait un doctorat honoris causa de l'ENS de Lyon, des spécialistes de sa pensée, et puis des cinéastes. Donc, il y avait pas Luc Dardenne malheureusement, mais Arnaud Desplechin. Il y avait Claire Simon qui intervient aussi, qui a un chapitre dans le livre où elle montre comment elle s'est inspirée de la notion de femme inconnue de Cavell pour faire son film Les Bureaux de Dieu. Et c'est un très bel usage créatif vraiment du texte cavellien. Et donc, c'est ce colloque qui éclairait la pensée du cinéma, qui était un hommage à la pensée du cinéma de Cavell. Il intervenait 10 ans après, donc il y a vraiment eu 10 ans. Il intervenait 10 ans après le premier colloque en France sur la pensée du cinéma de Cavell, qui a eu lieu en 1999 à la Sorbonne, à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, organisé par Sandra Logier et Marc Surizuelo. Et d'ailleurs, moi, j'intervenais pour la première fois dans un colloque. À ce moment-là, j'étais en master en 1999. Et donc, 10 ans après, 1999, oui, 2010, à peu près 10 ans après, ce colloque à l'ESS Lyon. Et 10 ans après encore, l'apparition de ce bouquin qui est basé sur les interventions de ce colloque. Mais en fait, il y a des interventions qui ont été mises de côté, d'autres qui ont été beaucoup élaborées. Et puis, se sont greffées là-dessus des choses qui sont intervenues plus tard dans la réception de Cavell. Et par exemple, Luc Dardenne a rencontré Cavell en 2005, je m'en souviens très bien, la rencontre humaine, disons, entre Cavell. D'ailleurs, j'aurais pu vous montrer, mais j'ai une très belle photo là, à côté de mon bureau qui me sert. Allez-y, je vous en prie. Ah oui, avec plaisir. Alors, attends, pour vous la montrer, c'est vraiment drôle, mais c'est une photo que j'adore, je dois dire. De la rencontre, la première rencontre en 2015, en 2005. Je vais mettre en gros plan, comme ça on peut voir. Voilà. Ah oui, on voit bien. Jeune, mais c'est pas moi qui vous intéressera, c'est en effet, j'essaie d'éviter les reflets, Stanley Cavell et Luc Dardenne, et j'adore ces photos. Elles me sont très précieuses. Il y en a une dernière en bas, mais enfin bon, bref. À la Sorbonne. Et ça, donc, c'est intervenu en 2005 et Luc Dardenne a découvert ces textes à ce moment-là. Et c'est vrai que la manière dont les Dardenne ont lu des Cavell est pour moi quelque chose qui est un moment de pensée et de rapport au cinéma inouï, parce que leur cinéma m'importe énormément et je trouve passionnant le fait qu'ils aient été tellement retenus par la notion de conversation en fait que développe Cavell et toute cette pensée dans sa philosophie du cinéma que le cinéma a le pouvoir de montrer des gens qui échangent, qui parlent et qui à travers la conversation progressent moralement, parce que ça c'est le cœur de son analyse des dialogues, des conversations dans le couple
des comédies du remariage, il montre que ces conversations avec cette fameuse Catherine Hepburn, si intelligente, etc., c'est des conversations dans lesquelles les femmes sont éduquées, progressent moralement, etc. Et ça a retenu d'autant plus les Dardenne que eux, leur cinéma est pour eux exactement concerné par le blocage de ce mécanisme-là, c'est-à-dire l'impossibilité de la conversation morale. Impossibilité qui s'explique pour eux et qui est centrale dans leur cinéma par des conditions économiques, si vous voulez, qui prennent toute la place et qui empêchent cela. Si vous voulez, Rosetta, en rapport avec Ricky là, dans ce film, eh bien, elle peut pas s'ouvrir, elle peut pas considérer moralement l'autre, etc. Ou alors, elle le fait sur le mode du choc, quand tout d'un coup, lui est sur le point de se noyer. Donc, c'est pas une conversation, il l'appelle au secours, il est en train de se noyer devant elle, et là, tout d'un coup, la question morale s'impose à elle. Mais la plupart du temps, elle vit en dehors de ce questionnement moral parce qu'elle est pleinement occupée par l'enjeu primaire et qui évacue toute morale de sa survie, quoi. De sa survie, tout simplement. Mais le cinéma des Dardenne, c'est aussi Le silence de Lorna, avec cette Lorna qui naît à la moralité, justement, en naissant au sentiment de la culpabilité morale. En fait, ils ne font que travailler, si vous voulez, comment la morale émerge dans des situations où tout est réuni pour qu'il n'y ait pas de rapport moral entre les êtres humains. Parce que le réel est trop dur et trop violent pour permettre la morale, vous voyez. Et donc, dans le cheminement d'écriture de leurs personnages, ils ont été incroyablement portés par la lecture de Cavell, comme des artistes peuvent l'être. Et des artistes ne sont pas portés en se disant bah, je vais refaire et je vais reproduire pareil. Juste, ça les a fait réfléchir et travailler. Donc, c'est passionnant parce qu'à la fois, leur cinéma est très loin de Cavell et en même temps, c'est passionnant de se dire que ce cinéma, il a été aussi élaboré dans la lecture de Cavell. Vous voyez, et ce qu'en dit du coup Luc Dardenne est un truc, voilà. Donc ça a été un apport ultérieur, par exemple, au bouquin. Mais aussi, par exemple, l'intervention d'Hugo Clément qui a fait un chapitre très beau dans le livre sur qu'advient-il à l'écran, et quelque chose qui est arrivé après. Hugo Clément n'avait pas participé au colloque. Voilà, donc les choses se sont construites petit à petit pour donner lieu à ce bouquin qu'on a imaginé comme un peu le premier grand bouquin, enfin au sens grand, au sens tout simplement massif, quoi, qui parcourt sa philosophie du cinéma. Donc les 3 parties, elles suivent un peu l'évolution de sa pensée du cinéma avec les 3 grands temps, entre guillemets, et elles commentent en fait avec des chapitres qui permettent d'éclairer ces textes et d'éclairer comment ces textes peuvent être utilisés pour la création. Donc c'est à la fois chaque fois les deux. Éclairer l'œuvre et montrer comment cette œuvre sert les cinéastes, sert la création et sert la recherche aussi et la pensée sur le cinéma. Je rappelle, L'écran de nos pensées, Stanley Cavell, La philosophie du cinéma, c'est édité chez ENS Éditions. Il y a le lien dans le descriptif, cliquez dessus parce qu'on a dit peut-être que 2-3% du livre. Et en même temps, on a quand même discuté, ce qui est assez passionnant. Une dernière question. Vous avez commencé à en parler là il y a quelques minutes sur le fait que les textes de Cavell ont beaucoup influencé et inspiré bon nombre de cinéastes, dont Desplechin, les Dardenne, etc. Mais moi, j'aimerais bien savoir du côté américain, est-ce que ça a aussi inspiré? Alors, on sait. Malick, Malick, ça, on en parle dans le livre. Mais à part Malick, est-ce qu'il y a eu d'autres cinéastes qui ont été inspirés comme ont pu l'être Desplechin quand même, qui reproduit dans Les Fantômes d'Ismaël, si je crois bien, la séquence de l'hôpital, qui est une séquence qui, voilà, il s'en est inspiré. Est-ce qu'il y a ça aussi chez les auteurs ou autrices américaines contemporains peut-être? Est-ce qu'il y a de cela? Alors, moi, j'ai entendu son nom prononcé par Kelly Reichardt au cinéma Le Médias à Montreuil, et je trouve que j'adorerais pouvoir la rencontrer et lui demander un peu plus. Comme elle enseigne à Bard College, je pense qu'elle a aussi ce rapport à la pensée du cinéma, voilà, en tant qu'enseignante. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je n'en sais pas grand-chose. Donc, vous me posez un peu une colle. Je sais juste que voilà, ça fait partie de ses références à elle. Et d'autres, je ne sais pas, à vrai dire. J'aimerais vous dire que oui, mais j'ai pas de réponse à vous donner plus riche que ça. Étonnamment, c'est en effet plus dans le monde francophone. C'est aussi
la force des traductions, disons, de donner des vies aux textes en dehors de leur pays d'origine, mais via les traductions françaises, et Jacques Audiard en France, qui est un grand lecteur de Cavell. Donc, en effet, on l'a dit, Claire Simon, les Dardennes, et puis plein de cinéastes. Alors, en Espagne, c'est très, très drôle, Jonas Trueba, qui a sorti Eva en août. Eva en août, c'est un film qui rend hommage, voilà, à Cavell, vraiment. Et là, je l'ai reçu à l'ENS Lyon, on a fait un long entretien. C'est quelqu'un de très brillant, très intelligent, et qui a un rapport à Cavell très nourri et très direct. C'est vraiment son livre, pardon, excusez-moi, son livre sur les comédies hors mariage, pardon, qui a directement influencé Eva en août à travers ce personnage de femme qui se perfectionne moralement. Il y a vraiment ce trajet de perfectionnisme moral. Donc, il y a des cinéastes en Europe, en fait, peut-être plus immédiatement qu'aux États-Unis, qui ont hérité de Cavell, malheureusement. Mais le premier grand héritier, c'était Malick, et il était américain. Donc voilà, ça équilibre les choses. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'au début du film Eva en août, le locataire, enfin le propriétaire de l'appartement cite Cavell. Cavell vient de mourir, je suis un obituary, un hommage à ce philosophe. Il faudrait que tu le lises, il faudrait que tu regardes, ça te plairait. Toi qui aimes Emerson, et pendant tout le film, elle va lire les journaux d'Emerson, et il lui dit, c'est des trajectoires de femmes qui s'éduquent, qui se perfectionnent, etc. C'est vraiment quelque chose qui te parlerait. Et en fait, tout le film ensuite montre qu'elle s'inscrit complètement dans dans le mimétisme de ces héroïnes du perfectionnisme moral décrites par Cavell. Exactement. L'écran de nos pensées, Stanley Cavell, la philosophie et le cinéma, c'était sous la direction de Lise Domenac, c'est édité chez ENS Éditions. Je remercie le service de presse de ENS Éditions pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes digressions, mes questions en forme de digression. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous écouter parler du livre. Beaucoup à vous. Je vous en prie. Et maintenant, vous nous avez regardé, vous nous avez écouté, plutôt vous avez écouté Élise. Il faut lire le livre. Voilà, c'est comme ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. Générique. Au revoir. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.